raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire absolument unique. Et ce faisant d'ailleurs, je vais tenir une promesse. Un jour, il y a bien longtemps, Yvan Levaille, que vous connaissez peut-être, c'est un journaliste historique d'Europe 1, me tente un livre et me dit « Lis ça, ça sort de chez un petit éditeur, personne ne va le voir passer, c'est Simone Veil qui me l'a donné, elle m'a dit de le faire tourner autour de moi, alors je ne te demande qu'une chose, tu le lis et tu le fais passer à quelqu'un. » Et ce livre, Le témoin imprévu, c'est un livre de Jo Vachblatt dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Et je confesse à Yvan Levaille que j'ai gardé ce livre pour moi, comme un talisman. Je l'ai prêté, mais j'ai toujours veillé à le récupérer. Et aujourd'hui, je vais tenir enfin ma promesse. Je vais vous le faire passer. Jo Vachblatt est un jeune juif polonais de 15 ans qui est déporté en août 1944 à Auschwitz-Birkenau où il vit une expérience absolument unique. Il entre dans la chambre à gaz du crématorium numéro 4 et il en ressort vivant. Et pendant 50 ans, de peur de ne pas être cru, il n'a jamais raconté son histoire à personne. Même à vous, Chantal Maignan-Vachblatt. Bonjour. Bonjour. Et pourtant vous êtes sa fille. Vous nous raconterez tout à l'heure comment est-ce que vous avez reçu ça, tard. Comment est-ce que vous avez reçu cette histoire coup de poing. Je veux préciser que le livre de Jo, Le témoin imprévu que l'on trouve aujourd'hui chez J'ai lu, n'a vu le jour que grâce à un journaliste qui s'appelle Gilles Lambert, qui a accompagné cet accouchement douloureux. Voici donc cette histoire absolument exceptionnelle. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je suis certain qu'il se trouvera des gens pour dire « Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que ce Jo Vachblatt n'a pas tout inventé ? Il n'a rien dit pendant des décennies à personne, même pas à sa femme, et là il raconte qu'il est rescapé de la chambre à gaz. Et vous le croyez ? Oui. Et ça n'est pas que je le crois, c'est que je suis certain que son histoire est vraie. Avant de tout vous raconter, il faut lever cette hypothèse. C'est essentiel et c'est facile. Le jour où on a sorti le petit Joe de la chambre à gaz de Birkenau, à une poignée de secondes de la mort, on n'a pas sorti que lui, on a sorti 53 personnes. Et Joe, beaucoup plus tard, en a retrouvé 2. Jack, qui est ensuite allé s'installer en Australie, et Herman Goldberg, qui a poursuivi sa vie en Israël. Ils racontent la même histoire, la même, au millimètre. Il n'y a aucun doute quant à l'histoire que je vais vous raconter. Mais cette histoire ne commence pas à Auschwitz-Birkenau. Elle commence en Pologne, oui, mais à Łódź, une grande ville industrielle du centre du pays, qui avant la guerre est sans doute la plus grande ville juive de Pologne. Les Vachblatt sont de là, du quartier Balu. Le père y a un atelier, une forge, il emploie 15 ouvriers. Et c'est lui qui a sorti les 2 candélabres dorés de la grande synagogue de Łódź. Nous sommes en janvier 1939. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit Joe. Il a 9 ans. Sa mère a préparé un tchoulent et elle l'a donné à cuire au boulanger, en se disant « c'est peut-être la dernière fête de famille avant longtemps ». Car en janvier 1939, tout le monde à Łódź a compris que la guerre est là. On ne parle que de ça dans les journaux. Alors le soir de l'anniversaire du petit Joe, le seul sujet de conversation à table, c'est « qu'est-ce qu'on fait ? On reste ? Ou on part ?» Le père de Joe a un avis très tranché. « On reste. On reste. Partir où ? En Eretz Israël ? Un jour peut-être, je nous le souhaite. Mais en pratique, là, aujourd'hui, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est un rêve. C'est un songe. Je sais qu'il y en a qui veulent aller chez les soviétiques. Qu'ils y aillent. Mais je ne crois pas que les juifs soient les bienvenus chez les communistes. Je ne pense pas qu'ils les laisseront vivre selon la Torah. Alors on reste. On reste. On verra bien. Le 3 septembre 1939, le petit Joe est réveillé en pleine nuit par du vacarme dans la rue. Avec son père et son petit frère Jonathan, ils se mettent à la fenêtre. C'est l'armée polonaise qui bat en retraite. Des soldats épuisés, hagards, piteux, qui fuient devant l'avancée des Allemands.
Et 2 jours plus tard, « Regarde, regarde, un Allemand !» Le premier soldat allemand entre dans le quartier Balue. Un éclaireur sur un sidecar. Et derrière, des chars, des automitrailleuses. Toute une armée s'installe à Lodz. Et là commencent les pillages. Les soldats entrent dans les magasins, juifs en priorité, et ils prennent tout. Et se repose chez les Waschblatt la question de partir, à laquelle le père Joe fait une réponse désarmante. « Ils n'oseront pas prendre mes machines. Elles sont anglaises !» Et en attendant, il devient de plus en plus difficile de trouver quelque chose à manger. Ils ont tout emporté. Fin novembre, les Allemands mettent le feu à 4 synagogues. On ne peut rien sauver, même pas les rouleaux sacrés. En décembre, on annonce que les Juifs doivent porter 2 brassards jaunes, même les enfants, et qu'ils n'ont plus le droit de voyager, ni de sortir la nuit, ni de se promener en groupe. Et un bruit court dans le quartier de Balue. Il paraît qu'ils veulent recenser les Juifs. Ils veulent nous mettre tous ensemble. Tous les Juifs dans le même quartier, tu te rends compte ? C'est là que va commencer l'enfer pour le petit Joe, dans ce ghetto que les nazis s'apprêtent à construire. Le ghetto de Lodz est instauré par les Allemands le 8 février 1940. Et donc tous les Juifs de Lodz doivent rejoindre la vieille ville et le quartier Balue. Maintenant. Et Joe les voit arriver sous la neige qui tire des sortes de traîneaux avec leurs meubles dessus. Et d'ailleurs, lui, qui est un petit futé, s'est fabriqué un traîneau et il propose ses services, en échange d'une petite pièce. Après, on demande aux Juifs de construire eux-mêmes la palissade qui doit fermer le ghetto et de poser les barbelés. Et quand c'est fini, interdiction de sortir. Le premier qui sort est abattu. La conséquence de tout ça, c'est qu'assez vite, il n'y a plus rien à manger. Et là, que fait le petit Joe, 9 ans ? Avec son frère Jonathan, il se faufile sous les barbelés. Et il va voir les Polonais. « Dites, vous auriez pas de la nourriture à vendre ? On n'a plus rien dedans. » Et il repasse dans l'autre sens avec des pommes de terre, un peu de pain, un petit paquet de graisse. C'est très risqué. Et parfois, il fait ça 2 fois par jour. Les semaines passent, les mois, et le père de Joe tombe malade. Et sa mère aussi. Et le gamin se retrouve avec la lourde responsabilité de nourrir toute sa famille. À 10 ans. Il continue de temps en temps de passer sous les barbelés, mais c'est de plus en plus risqué. Les gamins se font tuer. Alors il se débrouille. Il finit toujours par trouver un peu de lait de chèvre, un œuf ou 2. Et surtout maintenant, il travaille. Ah, ça c'est une idée du juif qui dirige le ghetto, Rumkowski. Rendre les juifs du ghetto de Lodz indispensables aux Allemands. Et donc il leur a proposé de travailler gratuitement, en échange de nourriture. Et c'est comme ça que Joe, qui a maintenant 11 ans, se retrouve à faire de la gravure sur métal pour les Allemands. Le ghetto devient un gigantesque camp de travail. On y fabrique de tout. Des boutons, des insignes d'uniforme pour la Wehrmacht, des pièces d'artillerie, des bottes et même des robes. Mais à partir de là, se met en place un autre plan. Tous ceux qui ne peuvent pas travailler, les trop vieux, les trop jeunes, les malades, doivent être déportés vers des camps. On est flou sur ce qu'ils vont devenir. On va les réinstaller. Dès lors que va devenir le père de Joe ? Il est trop malade pour travailler. Joe n'aura pas à se poser la question longtemps. Car un matin, on retrouve le père mort, dans son lit, à l'âge de 38 ans.
Au cimetière de Balu, c'est Joe qui récite le Kaddish. Le voilà chef de famille à 11 ans. Au printemps 1942, les Allemands se mettent à réclamer des Juifs pour la déportation, pour la réinstallation. Toujours plus de Juifs. Il nous en faut 20 000. Nous voulons tous ceux qui ne travaillent pas. Il nous en faut 20 000. Jusqu'ici, Joe a réussi à planquer son petit frère, Henry. Mais jusqu'à quand ? Il a 9 ans et demi, il est trop jeune pour travailler, il doit donc être déporté. En décembre 1942, c'est l'oncle Idle et sa femme et ses 3 enfants qui sont les premiers de la famille à partir. Joe va jusqu'à la gare pour leur dire au revoir. Le tonton se penche à son oreille. Joe, je sais pas où nous allons. Je sais pas si nous reviendrons. Mais quelqu'un de notre famille doit rester en vie pour témoigner. Fais tout ce que tu peux, Joe. Tout ce que tu peux. En juillet, les Allemands réclament tous les enfants de moins de 10 ans. Et donc un jour, on vient chercher Henry. Où est le petit Henry Waschblatt? J'en sais rien, moi. Ça fait des mois qu'il a disparu. C'est faux! On l'a vu aujourd'hui dans la cour de l'immeuble. On le trouvera. Et la fois d'après, il le trouve, planqué dans la cave. Dans son livre, Joe raconte: ma mère a lavé Henry dans le baquet à lessive. Elle l'a habillé de ses beaux vêtements de Shabbat. Ils se sont embrassés. Il y avait une charrette en bas, avec d'autres petits-enfants qui ne pleuraient pas. Je n'ai jamais revu mon frère. J'ai su après la guerre qu'il avait abouti à Chelmno, à 70 kilomètres, où il avait été gazé, dans un camion sans conducteur. La maman de Joe meurt en août 1943, probablement d'un cancer. Et Joe se retrouve dans l'appartement familial, sous la responsabilité de sa tante, avec son frère Jonathan et sa sœur Esther. 3 enfants, programmés tous les 3 pour partir à leur tour. À partir de l'été 43, le matin, on trouve des cadavres dans les rues de Lodz. De ci, de là. Un peu plus chaque jour. On dirait des squelettes. Les gens crèvent de faim. Ils travaillent toujours autant, mais les rations baissent tous les jours. C'est la famine. Le matin du 11 août 44, Joe rentre chez lui avec quelques carottes et 2 ou 3 feuilles de choux. L'appartement est vide. Sa tante, sa petite sœur et son petit frère ont été arrêtés. Il est tout seul. À 14 ans, il est tout seul. Seul dans un ghetto qui se vide tous les jours. Et à un moment, Joe rejoint le point de rassemblement et il monte dans le train. Quand la porte du train s'ouvre, il est midi. Dehors, le ciel est bleu et ça s'agite. Raus! 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 Joe saute du wagon. Il veut prendre son sac avec les photos de ses parents et de ses frères et sœurs qu'il a emportés. Laissez tout ça à l'intérieur. Vous viendrez les chercher plus tard. Bon. Et là, des déportés en pyjama rayé viennent discrètement passer des messages. Vous êtes à Birkenau. C'est près d'Auschwitz, en Silésie. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Tu diras que t'en as 17, hein. Des miradors, des chiens. À ce moment-là, Joe pense que c'est un camp de regroupement pour les travailleurs. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et il se retrouve face à un SS, un officier, avec une cravache à la main. Il saura plus tard que c'est Joseph Mengele, le médecin-chef du camp.
Les gens défilent devant lui et du bout de sa cravache, il dit « à gauche, pour la mort, ou à droite, pour le camp ». Et quand Joe passe devant lui, il indique la droite. Ils vont se revoir, tous les deux, plus tard. Et Joe avance dans le camp. Et il voit les grandes cheminées, il sent l'odeur de chair brûlée, sans comprendre. Les barbelés, les gens derrière, très maigres, et il retrouve un copain du ghetto de Lodge. « Moshe, oh, je suis content de te voir. » Et là, un de ceux qui viennent d'arriver demande Vous savez comment je peux savoir où est ma femme? Elle s'appelle Fela. Et mon fils s'appelle Yankel. Ils sont arrivés il y a quelques semaines. C'est Moshe qui lui explique, en montrant des yeux la cheminée. N'y pense plus, va. Ils sont déjà là-haut. Joe est installé dans le bloc 4 du camp E, et le lendemain transféré au bloc 12. Le premier défi, c'est de manger. Pour survivre, il faut manger. Et manger plus que la ration quotidienne, composée d'un ersatz de café le matin, d'une soupe où flottent quelques légumes à midi, et d'un morceau de pain et parfois d'un peu de lard le soir. Comme dans le ghetto, Joe se bat tous les jours pour avoir double ration. Et puis il y a l'appel, qui dure des heures dans le froid, accompagné d'humiliation. Un jour, on lui demande de crier. « Nous, les Juifs, nous avons voulu la guerre. Plus fort! Nous, les Juifs, nous avons voulu la guerre. Eh bien, vous l'avez. Vous êtes contents? » Mais le grand défi pour Joe, comme pour tous les déportés, c'est d'échapper aux sélections. Un SS qui s'avance dans le bloc et qui dit « Toi, toi et toi !» Ne pas en faire partie, se faire tout petit, devenir transparent. « 15 jours après son arrivée dans le camp, Joe se retrouve avec les autres sur la place d'appel du camp E. Les SS ont placé une planche entre deux poteaux. Tous ceux qui la franchissent sans se baisser partiront pour la chambre à gaz. Joe sait qu'il est trop petit. Même sur la pointe des pieds, il n'atteindra pas la planche. Un capot lui dit « Va te cacher. Va te cacher là-bas. » Il lui désigne un fossé, une sorte d'égout puant. Et Joe y reste planqué jusqu'à la nuit. Dans les semaines qui suivent, plusieurs fois, il est sélectionné par les SS pour la chambre à gaz. Et à chaque fois, il réussit à s'enfuir. Et puis un jour d'octobre, Joe ignore la date exacte. On les rassemble sur la place d'appel. Les SS sont là avec leurs chiens. L'officier a l'air ivre-mort. « Avancez par rang de 5 !» Cette fois, impossible de s'enfuir. Un garçon près de Joe décide de jouer le tout pour le tout. Il bondit vers la clôture et vers les arbres. Il est abattu. Et les voilà partis, tous les autres, vers le crématoire numéro 4. On les aligne dans la cour. « Déshabillez-vous! Vite! Et notez bien l'endroit où vous avez posé vos vêtements. Vous allez prendre une douche. » Pourquoi ment-il? Et là, dans une bousculade, les SS les poussent tous vers une petite porte. Des enfants sanglotent, d'autres disent la prière des morts. Joe, qui est arrivé dans la cour parmi les premiers, entre dans la chambre à gaz parmi les derniers. La porte étanche se referme, et d'un coup, la lumière s'éteint. Joe a l'impression de commencer à suffoquer. Depuis qu'il est à Birkenau, on lui a dit « il faut respirer un grand coup pour mourir tout de suite ». Mais comme tous les autres, il retient sa respiration. Et puis soudain, la porte s'ouvre, un homme hurle à l'extérieur. « House !» Et quelques secondes plus tard, Joe se retrouve dans la cour avec une 50aine de déportés, ce qui était le plus près de la porte. La porte qui maintenant se referme. Joe et tous ceux qui l'entourent viennent d'échapper à la chambre à gaz.
Rhabillez-vous! Pourquoi? Pourquoi est-ce que Joe et les autres ont été épargnés? Il va le comprendre quelques jours plus tard. L'homme qui a hurlé à l'extérieur, c'était Joseph Mengele. La sélection s'était faite dans son dos. Or, il voulait superviser toutes les sélections. Et c'est pour ça qu'il a fait sortir 50 personnes, pour faire acte d'autorité. On dit qu'il a giflé l'officier qui avait fait fi de son pouvoir. Sur les 53 déportés épargnés par Mengele, la plupart seront gazés dans les jours qui suivent. Mais pas Joe. Parce que dans les jours qui suivent, il parvient à se faire enrôler pour du travail, à l'extérieur du camp, loin d'Auschwitz, dans le nord de l'Allemagne, près d'Hambourg. Il survivra jusqu'à l'arrivée des Américains. Et là, les Américains qui l'ont pris en affection, c'est un gamin de 15 ans tout de même, lui demandent « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas retourner en Pologne ? Non. Tu veux aller où ? Je sais pas. Tu veux venir en Amérique avec nous ? Ah oui ? Mais au même moment, Joe rencontre deux Françaises, deux sœurs, Georgette et Madeleine. Et elles aussi se prennent d'affection pour lui. Viens avec nous. Viens, on rentre en France. Et voilà comment Joe, le petit Polonais, arrive à Paris en mai 1945, à l'hôtel Lutetia, au milieu de tous les survivants. Il est adopté par des juifs polonais, les Kaluzinski. Il apprend la couture, il travaille, il apprend le français. Est-ce qu'il lui arrive de parler de ce qui s'est passé ? Non. Qui le croirait ? Personne. Personne ne croirait que son histoire est vraie. Alors il se tait. Et en 1948, il s'engage pour aller combattre en Israël. Ses parents adoptifs essayent de le dissuader. « Joe, tu es le dernier Waschblatt. Tu peux pas aller te faire tuer là-bas. » Il y va pourtant. Et il se bat. Il est blessé 2 fois. Et après 20 mois passés à faire la guerre en Israël, il rentre en France. Il se marie en France avec Rachel. Ils ont 3 filles, Claudine, Chantal et Nathalie. Et pendant 50 ans, il ne trouve pas les mots pour leur dire ce qu'il a vécu. Tout d'abord, il y en a beaucoup parmi nous, quand on est rentré, la première question était « Comment tu as fait pour survivre? Comment tu t'es en sorti ?» Et on était mal dans notre peau quand on posait des questions comme ça. Et beaucoup de gens, ils voulaient plus rien dire, vous comprenez, parce qu'on se sentait un peu coupable. Comment lui pas survécu, toi t'as survécu. Oui, c'est ce que disait son Et voilà, et bon, alors donc, ça c'était la première raison, on ne voulait pas parler. Et la seconde raison, c'était, on voulait construire quelque chose, la vie, elle continuait, donc on voulait construire, donc on mettait tout corps et âme pour construire, pour fonder des foyers, fonder une famille. Moi, personnellement, vous voyez, à mes propres enfants, j'ai rien dit. Ouais. À mes petits-enfants, ils savent tout. Mes Et pourquoi propres enfants... Pourquoi avez-vous sauté une génération? Parce que c'était comme ça, parce que, je veux vous dire quelque chose, moi, personnellement, je suis marqué, j'aime pas de gaspillage. Un exemple, j'aime pas qu'on gaspille, même pour la nourriture, j'aime pas qu'on gaspille. Hein. Et à mes enfants, quand ils mangeaient pas, j'ai dit, faut pas faire ça. À la longue, mais les enfants, ils répondaient, ah oui, je sais, tu dis, oui, toi, dans ta jeunesse, t'as pas eu ça, tout ça. Vous comprenez, il y avait un frein qui nous freinait, et on voulait pas le dire. Et la raison était là. Parce que nos enfants nous disaient, voilà, je sais, t'as fait ça, t'as eu ça, et ça continuait comme ça. Donc, on voulait pas...
Voilà le Kaddish de Maurice Ravel, joué par la violoncelliste Vidar Atherton. Formidable morceau pour conclure ce récit. Chantal Mainiane-Vageblatt, vous êtes donc sa fille. Quand est-ce que vous la découvrez? Parce que dans ce genre de secret, de non-dit, en général, il y a malgré tout des choses qui transpirent. Il parle, vous êtes né, vous, 9 ans après la guerre, il parle de sa déportation. Non, jamais. 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 Il Mais n'a vous jamais savez. parlé. Écoutez, mon père faisait des crises de nerfs, si vous voulez, qu'on fait beaucoup de déportés. Et il se mettait à hurler, il faisait des cauchemars horribles, il cassait tout. Et nous, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Mais il avait son matricule gravé sur le poignet, je l'ai rencontré, je m'en souviens. Mais il l'a fait enlever après. Il l'a fait retirer. Donc vous ne saviez même pas qu'il était déporté. On ne savait pas. La seule chose que je me rappelle, j'avais 4 ans et ma sœur aînée 7 ans, c'est mon père en train de hurler et de faire une crise comme il en faisait souvent, et comme on en fait beaucoup de déportés, de s'arracher les vêtements. Et nous, on pleure, et ma mère nous dit « Taisez-vous, c'est les camps, c'est les camps ». Donc elle sait. Elle sait, et nous, à 4 ans, c'est les camps, c'est un petit peu vague. On ne comprend pas. Mais quand vous avez 10, 12, 14 ans et que vous êtes en état de comprendre, qu'est-ce que vous savez? D'abord, dans l'entrée chez nous, il y avait son costume de déporté. Le pyjama. Le pyjama de déporté. Dans l'entrée. Dans l'entrée, et à chaque fois qu'on posait nos manteaux, je voyais ce pyjama et je ne comprenais pas ce que c'était. Et on n'avait pas le droit de parler de ce pyjama. Et moi, je me suis toujours demandé, en plus c'était un pyjama de petite taille, parce qu'il était frêle et petit, et je ne comprenais pas. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il était très strict, et on nous disait, tu manges ce que tu as dans ton assiette, jusqu'à ce que tu aies fini, tu ne te lèves pas, tu ne parles pas, et on ne parlait pas chez nous, on ne parlait pas. Les enfants n'avaient pas le droit à la parole, et on ne savait rien. Et un jour, je me rappelle, je mange une pomme verte à côté de mon père et il me gifle. Et je ne comprends pas, j'ai 16 ans. Je ne comprends pas ce qui se passe et je vais voir ma mère, je dis qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il m'a giflé? Et elle me dit, quand il était dans les camps, il y a un officier allemand qui mangeait une pomme devant lui et c'est un bruit qu'il ne supporte plus. Alors votre mère savait quoi? Savait-elle pour la chambre à gaz? Elle savait tout, ma mère. Elle Depuis savait le tout, début. mais elle nous en parlait pas non plus. C'était vraiment un sujet tabou. C'était... Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Oui, J'ai non. compris après maintes psychothérapies. Parce que nous avons été quand même 3 filles abîmées. Et on n'a jamais compris, on nous a jamais expliqué. Donc c'était terrible pour nous. Donc votre mère sait tout, c'est-à-dire cette fameuse, quand on dit pendant 50 ans, il n'a jamais rien dit à personne, sauf à votre mère. Oui, Elle savait qu'il était survivant de la chambre à gaz. oui. Elle savait tout. Dès 1963, je crois qu'il retourne à Birkenau. Il retourne vous Vous avez 8 ans, là. Oui, il nous dit rien. Je sais qu'il a été en Pologne à l'époque faire une sépulture pour ses parents. Ouais. Il est allé à Lodz. Oui, il a été à Lodz, il a été visiter le camp, mais on nous raconte rien. On ne sait rien. Voilà. Il a fallu attendre 1986, date où ma mère est décédée, où 1 semaine avant sa mort ou 2 semaines avant sa mort, nous sommes au salon en entourant ma mère et il raconte une histoire dans le camp où on lui a arraché une dent, bien sûr sans anesthésie, et il saignait tellement qu'il a craché le sang dans la soupe des nazis. Et il était tellement heureux de ça, et c'était la première histoire qu'il nous racontait. Et à partir de là, après la mort de votre mère, il se met à parler? Il se met à parler comme une thérapie, et il se met surtout à emmener
des groupes visiter Auschwitz. Il a fallu attendre donc 86, 40 ans. Et là, il a commencé petit à petit, jusqu'à sa rencontre avec Gilles Lambert Et ce livre. et ce livre. Ce journaliste qui va l'aider en refaisant le parcours avec lui, qui est allé à Auschwitz avec lui, qui est allé à Lodz avec lui, qui va l'aider à redire tout ce qu'il a vécu. Et il a dit dans quelques interviews qu'il lui a été plus facile de parler à vos enfants C'est vrai, qu'à vous. bien sûr. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y avait un non-dit évident, mais je crois que notre génération n'a pas su exactement ce qui s'était passé. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le même cas que moi. On ne parlait pas, c'était honteux. C'était honteux. Et je pense qu'ils avaient peur qu'on ne les croie pas. Et vos petits-enfants, alors comment ils ont recueilli ça ? En première ligne, pour le coup. Enfin, ces petits-enfants, vos enfants à vous et ceux de vos sœurs. Mes enfants, les enfants de mes sœurs, l'ont toujours su. Depuis leur plus tendre enfance, ils racontaient ça. Ouais. Et mon père ne s'est jamais... il n'a jamais dramatisé. Il racontait aux enfants comme il raconte une histoire, un parcours difficile, mais il racontait toujours une petite anecdote pour faire rire. Et il a très bien expliqué ce qui lui est arrivé aux enfants, mais pas à nous. Comme si avec vous, finalement, c'était trop tard, quoi. Il avait pas fait à temps, et... Mais je pense que c'était impossible d'en parler. Juste après-guerre, c'était impossible d'en parler pour eux. Est-ce qu'il voyait des amis Oui. rescapés ? Oui. Est-ce qu'avec eux, il parlait ? Ils parlaient entre eux de ça, mais nous n'assistions pas. Ouais. Votre père lui-même est mort il n'y a pas très longtemps, en 2014. Il est mort de la maladie d'Alzheimer. Et vous me disiez que c'était un moment étonnant de sa vie, où toute cette histoire s'est effacée petit à petit. En commençant par ce qui était le plus proche, et ça s'est fini comment ? Eh bien, il ne se rappelait à la fin que de sa vie chez ses grands-parents avant... D'habiter à Lodz. Oui, en 1930, 1931. Il se rappelait de son chien, il se rappelait des détails, mais tellement de sa grand-mère, de son grand-père. Et tout le reste était effacé. Sans doute que cette maladie d'Alzheimer est déclenchée par le trauma qu'il a vécu. Je ne sais pas, mais c'était sans doute une protection pour lui. Évidemment, il ne s'est jamais soigné. Vous disiez que vous avez fait des thérapies. Lui, il n'en a fait aucune. Non. Non, ça ne se faisait pas. C'était... Ouais. À l'époque, c'était que les fous qui faisaient des thérapies. Ouais. Voilà. Et lui n'était pas fou. Non, il n'était pas fou. C'était un homme qui allait vite, qui traçait, qui pensait toujours au lendemain, jamais à la veille. Quand on écoute ses interviews, il ne s'attarde pas, il pleurniche pas, il donne pas les détails. Quand on lui dit, mais là, comment ça s'est passé ? Oh, ça s'est passé, et puis il passe à autre chose. C'est Exactement. ça. Jamais larmoyant, jamais de misérabilisme. Et un jour, il m'a raconté quand même il me dit, il y a une chose que j'ai jamais dit, mais on était bouffés par les punaises, mais je ne l'ai jamais dit dans mon livre. C'était une petite anecdote comme ça, mais ça le faisait rire. Voilà, et il vous en donne une, mais tout le reste n'est pas raconté. Petit à petit, après, un petit peu, voilà. Et puis j'ai appris avec ses voyages, avec ses... Alors, parce que vous allez donc à Auschwitz avec lui assez vite, après 86 ? Oui, une année, 2 années, 3 années après, je ne sais plus. Il retrouve les lieux ? Il retrouve les lieux de son baraquement, de l'endroit des latrines où il s'est caché pendant une sélection, d'une petite lucarne où il s'est échappé d'un baraquement, mais toujours avec une force de vivre et jamais d'apitoiement sur lui-même. Alors pourquoi conserve-t-il le pyjama, et vous ne l'avez pas dit, et une savonnette de graisse humaine qui l'emmenait partout, et vous disiez qu'il s'est fait effacer son numéro de matricule, il l'a fait réécrire par la suite, puisqu'il le présentait à la télévision dans les années 90. Il l'a fait réécrire ? Oui. C'est étonnant, ça. On a beaucoup reproché, vous le savez, aux Juifs d'avoir exploité l'histoire de la Shoah. Oui. Pour le coup, lui ne l'a pas exploité. Non, pas du tout. Cette génération, en vérité, n'a rien fait de ce qui lui était arrivé. Je ne connais pas de gens de sa génération qui aient exploité ça. C'est un mot terrible pour ce qui lui est arrivé. Ouais. Au contraire, ils ont construit des vies. Alors, on a dit, les Juifs sont devenus des entrepreneurs, mais il était un entrepreneur, votre père. Oui.
Et il a bâti son entreprise pour ne pas s'arrêter et réfléchir. Exactement. Et il a toujours vécu à 100 à l'heure, je pense aussi, pour oublier tout ça. Il faisait les marathons, il courait. Oui, c'était un sportif. Voilà, et je pense qu'il se noyait dans les activités pour ne pas réfléchir. Et ensuite, il s'est noyé dans ces témoignages qu'il est allé faire par centaines. Oui, dans les lycées, dans les écoles. Dans les collèges. Oui. Alors vos enfants, parce que ça c'est intéressant, ils sont donc dépositaires de l'histoire des vaches blattes. Oui. Dont ils ne portent pas le nom. Oui. D'ailleurs, notre père nous avait dit, après vous trois, il a eu 3 filles, il n'y aura plus de Weissblatt. Ouais. C'était lourd à porter aussi. Alors vos enfants, ils se sentent contraints de faire quelque chose ? Non, pas contraints. Non, ils admiraient mon père, ils l'aimaient beaucoup, ils ont été très marqués par leur voyage, et mes neveux également. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tous allés à Birkenau avec lui. Oui. Il les prenait un par un ? Oui, moi, il les a pris un par un. Ouais. Et il leur faisait faire le tour, quoi. Exactement, très détaillé, toujours dans des conditions atmosphériques très rigoureuses. L'hiver. Exactement. Fallait pas y aller en août. Mais non, parce qu'il fallait ressentir leur douleur et le froid et le vent. Et on les imagine à moitié nus, sans chaussures ou avec des sortes de paillasses. Et c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et il avait ce rêve, comme beaucoup de juifs, d'aller en Israël un jour, de faire son alia. Il a eu l'opportunité de le faire dès son départ du camp. Un certain nombre de juifs qui quittent Auschwitz vont directement combattre en Israël pour créer l'État d'Israël. Lui va aller se battre, faire la guerre, mais il revient en France. Il revient en France. Il n'a jamais été tenté de... Avec l'intention d'aller aux États-Unis, rejoindre... Ce soldat américain. Avec qui je suis restée toujours en contact. Puisque vous vivez aux États-Unis. Oui, et qu'il appelait quotidiennement le 6 juin comme leur renaissance. C'était sa renaissance, son anniversaire. Et il appelait ce soldat tous les 6 juin, c'était magnifique. C'était l'anniversaire de la libération. C'était son anniversaire de sa vie, de sa nouvelle vie. De sa nouvelle vie. Il a été tenté d'aller vivre aux États-Unis. C'était son rêve. Mais quand il est revenu des camps, il a été adopté par une famille. Donc, mais il avait toujours fait cette demande d'aller aux États-Unis. Et il a obtenu le papier un jour. Hein. Un jour, il va chercher son visa qu'il avait obtenu, et sur la route de l'ambassade, il s'arrête devant un kiosque à journaux, et les gros titres marquent que la guerre est déclarée en Palestine, et qu'Israël... et donc il se dit... ma place est là-bas. Si nous avions eu ce pays, je pense que les choses auraient été différentes. Je vais venger mes parents. Et donc il est parti. Il est parti s'engager dans Tsahal, l'armée israélienne. Il y reste 20 mois. Il revient en France. Et là, il est au carreau du temple où se retrouvaient les déportés avec son pyjama. Il est entrevu par une femme qui deviendra sa mère adoptive, et qui crie après les gens et lui disent, parce qu'il vendait des vieilles cigarettes. Ouais. Et il lui dit, au lieu de lui vendre des cigarettes, de lui acheter ses cigarettes, donnez-lui à manger, vous voyez bien qu'il crève de faim. Et elle le prend sous son aile, et elle remplacera vraiment une mère, et ses enfants remplaceront des frères et sœurs pour mon père. Merci beaucoup Chantal Maignan-Wachblatt. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir accompagnés et d'avoir complété ce récit de l'histoire de votre frère. Je vais faire quelque chose que je fais rarement. Je ne vous mets pas, vous qui nous écoutez souvent, à contribution. Mais comme je me suis engagé à faire tourner cette histoire, à la faire connaître, je veux compter sur vous pour la faire connaître. Si vous avez Facebook, je vous demande de tweeter, enfin pas de tweeter, d'envoyer ce lien via Facebook, de le faire tourner à vos amis. Si vous êtes sur Twitter, je vous demande de retweeter massivement le podcast de l'émission. Ça n'est pas pour faire du business au bénéfice d'Europe 1, c'est parce que ce genre d'histoire doit être connue, ne doit jamais être oubliée, et je vous mets à contribution. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.